Bonsoir. Voilà, prenez place, nous allons démarrer. Bonsoir, bienvenue à l'Axil. Bienvenue dans votre centre culturel, Anna et Simon Drahi, où nous essayons de tenir des conférences avec des intervenants éminents et de haut niveau. Ce soir, nous recevons Raphaël Enthoven. Merci Raphaël d'avoir répondu présent. Merci à vous. À notre invitation. Merci. Raphaël Enthoven, philosophe, essayiste, philosophe pédagogue, puisque vous tentez de vulgariser l'accès à la philosophie, et par le biais de vos interventions très suivies dans les médias, notamment, vous tentez, avec talent, de déconstruire le discours antisémite, notamment. C'est une cause qui vous tient à cœur, en mettant en avant, évidemment, les sujets qui nous intéressent, et notamment la manière dont ce discours antisémite insidieux est présenté, parfois sous une forme très respectable, et parfois sous une forme humoristique, mais vous pourrez développer ces thèmes. Alors, aujourd'hui, et cette période est particulière pour nous tous ici, communauté juive, et nous tous ici en France, puisque nous commémorons les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo hier, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe aujourd'hui, et demain, l'hypercachère. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que votre intervention est aussi suivie et attendue, puisque nous pourrons échanger sur ces thèmes-là. Mais l'idée que vous allez développer, et c'est le thème que nous avons retenu sur cette conférence, c'est comment débusquer l'antisémitisme. Alors, débusquer l'antisémitisme, c'est très important. On pourra l'identifier, vous pourrez nous donner les clés pour l'identifier, ainsi que le narratif qui va avec. Mais ce qui sera intéressant aussi, et sans doute dans les questions-réponses qui vous seront posées dans un second temps, c'est comment sanctionner ces dérives, comment sanctionner une fois qu'on a débusqué. Il y a des lois, certes. Sont-elles suffisantes? Sont-elles bien appliquées? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et également, je pense qu'il sera intéressant, et je le soumets à votre sagacité, savoir si il est possible d'anticiper et de, quelque part, guérir la société de cet antisémitisme par l'éducation, évidemment, et par la culture. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Raphaël va développer ces thèmes devant vous, puis ensuite nous aurons une séance de questions-réponses. Merci infiniment. Et merci de votre accueil. Oui, je suis très heureux d'être ici en particulier aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en ce moment, dans ces anniversaires, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 3 épouvantables, et nous sommes tous les enfants de cette période nouvelle, de cette période qui a commencé il y a 10 ans. L'illusion, me semble-t-il, est de croire qu'une telle période est provisoire, et que c'est une parenthèse, en somme, appelée à se refermer. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. La période en question est durablement celle que nous vivons. On n'est pas en train de vivre un moment particulier, on est en train de vivre une mutation profonde et un écosystème nouveau à l'intérieur duquel il va falloir s'habituer à vivre. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc c'est d'autant plus important, effectivement, de débusquer l'antisémitisme, de le débusquer aussi parce que l'antisémitisme fait partie de ces haines qu'il est aisé d'éprouver à l'abri de la loi. Il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi, et c'est la raison pour laquelle je parlerai volontiers, à propos de l'antisémitisme, de bêtes infimes. Infâme, ça n'est pas douteux. Infime, ça me paraît intéressant. Non pas au sens où elle serait minuscule, évidemment. Non, infime au sens où l'antisémitisme est une bête miniature. Miniature, c'est-à-dire une bête, un bacille,
qui passe à travers les filets de la loi. Et c'est pour ça qu'il faut le débusquer. Alors, prenons par exemple la France insoumise. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans une conférence sur l'antisémitisme, il y a moins pertinent. Vous savez, c'est le grand discours. Encore Mathilde Panot ce matin, j'écoutais avec intérêt Mathilde Panot ce matin sur RTL sans défendre de nouveau. Le grand argument des insoumis est de dire, vous savez, si vous croyez que nous sommes antisémites, faites-nous un procès, puisque l'antisémitisme est un délit. Alors, je parle de débusquer l'antisémitisme. La première chose à faire pour débusquer l'antisémitisme, c'est de démontrer qu'un tel argument ne vaut pas un clou. Pour une raison simple. Encore une fois, on peut être aisément antisémite à l'abri de la loi. Nous sommes imparfaitement protégés contre l'antisémitisme par la loi qui pourtant le punit. J'en reviens aux insoumis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont rien fait de grave. Par exemple, ils ont accueilli Salah Hamouri, condamné en Israël pour tentative d'assassinat sur la personne d'un rabbin, en l'appelant le déporté. Ils ont traité de rescapé Elisabeth Borne, elle-même fille d'un rescapé. Ils ont applaudi Judith Butler quand elle a présenté le 7 octobre comme un soulèvement légitime. On y reviendra à ça. Ils ont parlé du Hamas comme d'un mouvement de résistance. Ils ont présenté le peuple juif comme déicide et conservateur. Ils ont déclaré que le Likoud avait fait perdre les travaillistes anglais comme le CRIF dictait sa loi au gouvernement français. Ils ont indexé les opinions de BFM Télé sur les opinions de Patrick Drahi. Pourquoi ? Ils ont promu des candidats dieudonistes ou bien ouvertement soraliens. Ils ont par exemple invoqué les dragons célestes pour désigner les juifs. Or, c'est le lexique soralien pour désigner les juifs. Ils ont affirmé que des gens qui tuent des juifs en hurlant « mort aux juifs » ne sont pas antisémites, mais seulement anti-israéliens. Ils ont fait des listes de juifs. Ils ont, sous prétexte de solidarité avec la cause palestinienne, applaudi des rassemblements qui excluent des juifs d'un amphi. Ils ont organisé des manifestations sous un écusson Palestine libre qui représente l'État d'Israël sans juifs. Ils sont allés s'éclater au concert de Roger Waters sans être dérangés par le fait qu'ils paraissent habillés en SS sous un cochon géant maquillé d'étoiles de David. Ils ont dit qu'Israël c'était pire que la Russie. Ils ont dit à un Français juif agressé qu'il avait toute sa place en France, comme si ce n'était pas le cas, comme si ce n'était pas évident. Ils ont répandu la fable antisémite des Juifs empoisonneurs de puits. Ils ont vu un génocide à Gaza, mais ils sont incapables de voir un génocide ouïghour, etc., etc., etc. Rien de grave. Juste une accumulation de merde, une considérable accumulation de merde dont l'addition laisse planer le sentiment qu'il y aurait peut-être, éventuellement, un problème d'antisémitisme chez ces gens-là. Ce que je veux dire, c'est que l'importance de débusquer l'antisémitisme, et j'insiste sur ce point, c'est que s'il est si important de débusquer l'antisémitisme, c'est que rien de ce que je viens de vous dire n'est illégal. Et heureusement, nous sommes tous heureux de vivre dans un pays où il n'est pas délictueux d'aller au concert de Roger Waters.
Nous sommes tous heureux de vivre dans un pays où on ne vous met pas en prison. Par exemple, j'ai vu l'autre jour un insoumis a diffusé une vidéo représentant Meyer Habib sous une marque de pizza four à pierre. Bon, c'est la soralisation de la France insoumise sera un sujet pour les universitaires plus tard. Mais en revanche, quand vous faites ça, heureusement que vous n'allez pas en prison pour ça. C'est ça que je veux dire. Alors que vous êtes spectaculairement antisémite, mais vous n'allez pas en prison pour ça. Et donc c'est très important de documenter toutes ces petites saloperies, parce que quand vous faites tout ça, je reviens aux insoumis, vous faites régner ce que Raymond Aron lui-même appelait un antisémitisme d'atmosphère. Vous baignez dans le soupçon, vous sentez mauvais. L'antisémitisme en démocratie est imparfaitement débusqué par la loi. Pour une raison toute simple, c'est que peu de cons disent grossièrement « mort aux Juifs dans la rue ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la norme, ça. L'antisémitisme, les haines sont beaucoup plus malignes que ça. L'antisémitisme est sournois, suspicieux. Il se loge dans des attitudes, dans des réflexes, dans des amalgames que la loi ne réprouve pas dans un pays libre. Et encore une fois, il faut s'en réjouir. Mais c'est la raison pour laquelle il faut combattre l'antisémitisme sur le terrain de l'opinion, autant sinon davantage que devant les tribunaux. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'engager. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter du fait qu'en France, Dieu merci, la loi réprime l'expression de l'antisémitisme. Alors, aussi, il y a un truc intéressant avec cet argument. Si vous croyez que nous sommes antisémites, faites-nous un procès puisque l'antisémitisme est un délit. C'est que les mêmes qui vous sortent ça sont les premiers à vous accuser de racisme ou de harcèlement au choix quand vous leur faites une objection. Le racisme et le harcèlement sont également des délits. Et pourtant, il ne leur viendrait pas à l'idée de vous faire un procès pour ça. Donc comment peuvent-ils réclamer un procès en matière d'antisémitisme alors qu'eux-mêmes se dispensent d'en faire à tous les gens qu'ils accusent de racisme ou de harcèlement ? Et puis, un autre point qui me paraît quand même fondamental, c'est que quand vous répandez, comment dire, l'antisémitisme, et j'y reviendrai, mais l'antisémitisme auquel nous avons affaire aujourd'hui est un antisémitisme dont la force vient du fait que, pour une part, il s'ignore lui-même. Nous avons affaire à des gens qui sont convaincus de ne pas être antisémites. Et c'est ça, c'est toute la différence, par exemple, avec les nazis, si vous voulez. C'est comment les nazis assumaient une détestation métaphysique spectaculaire du juif. Là, vous avez des gens qui, sincèrement, sont convaincus de ne pas être antisémites, puisque le judaïsme est une religion, et ils n'ont jamais reproché à personne de pratiquer leur religion. Et vous êtes face à des gens, c'est un autre problème, qui sont sincères quand ils vous disent ça. C'est même pas du cynisme. Non, non, je vous assure. Ne leur faites pas l'honneur de croire qu'ils sont cyniques. Ils sont pas cyniques, ils sont juste pas malins. Ce que je veux dire, c'est que en 1967, le général de Gaulle fait cette sortie sur le peuple juif, vous savez, le peuple d'élite sûr de lui et dominateur, ce qui, par le peuple juif, avait été très bien pris d'ailleurs. Raymond Aron, à ce moment-là, se fend d'un pamphlet contre le général de Gaulle, il s'appelle « De Gaulle, Israël et les Juifs », dans lequel il parle de l'antisémitisme du général de Gaulle. Et il ne voulait pas écrire ce texte, pourquoi ? Parce qu'il était juif. Et il disait, c'est Malraux qui aurait dû l'écrire.
Tellement Malraux était trop occupé à faire la cour au général pour lui reprocher un éventuel antisémitisme. Et dans le texte que Raymond Aron finit par écrire, il parle de ce qu'il appelle le temps du soupçon. Nous sommes dans le temps du soupçon avec l'antisémitisme. Encore une fois, l'antisémitisme est loin d'être réductible au type qui hurle mort aux Juifs dans la rue ou sur un réseau social et que la loi punit. L'antisémitisme est une peste qu'on ne fera jamais disparaître et qui se cache dans des silences, dans des sous-entendus, dans des figures de style. Je vous donne d'autres exemples. Vous avez par exemple l'antisémitisme par omission. Très intéressant celui-là. Alors, le 27 janvier dernier, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et eh bien, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a pris son air le plus aimable pour appeler chacun à ne pas tolérer l'intolérance, à ne jamais baisser la garde et à défendre les droits et la dignité de tous. Il a juste oublié un mot. Ercilia Soudet, vous connaissez Ercilia Soudet ? On était là, on croisait pendant les élections, on croisait les doigts pour qu'elle gagne, pour qu'elle disparaisse pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on se garde Ercilia Soudet quand même juste. Bref, Ercilia Soudet, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé toutes ses pensées aux victimes de la barbarie nazie en souhaitant que cela ne se reproduise plus. Ben oui, quand même. Dans les deux cas, un même oubli, un même mot manquant, un même silence délibéré, une même façon de s'abriter derrière l'abstraction de la tolérance ou bien l'abstraction de l'antifascisme pour éviter d'écrire « juif ». Le but de... Pardon. Je retire. C'est drôle. Le but de ces omissions volontaires est de dépouiller les Juifs de leur propre tragédie. De faire comme si, en invoquant le souvenir de la Shoah, ces gens-là s'appropriaient indûment une catastrophe qui concerne l'humanité entière, de priver les Juifs de leur mémoire au prétexte qu'elle est l'affaire de tous. Vous avez d'autres modalités de l'antisémitisme. Vous avez l'antisémitisme par allusion. Très intéressant. L'antisémitisme par allusion. Alors ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé pour ça, c'est le rappeur Booba. Le rappeur Booba, photo à l'appui, s'est moqué du nez du juif Tristan Mendès France, né avant la honte, N-E-Z, parce que ce dernier a eu le toupet de lui dire qu'il disait des conneries et que c'était n'importe quoi. Mais alors, ce qui est intéressant avec Booba, c'est l'ingénuité de son antisémitisme. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des antisémites excellent à dissimuler leur passion sous des codes un peu discrets, la fameuse question « qui ?» ou encore l'invocation des dragons célestes, comme fait David Guiraud. Dans le cas de Booba, qui n'a jamais réfléchi de sa vie, mais qui a toujours réagi et dont le complotisme et l'antivaccinisme culminent naturellement dans l'antisémitisme, ces prudences ne sont plus de mise. Donc un juif s'oppose à lui et dénonce les fake news qu'il diffuse, qu'à cela ne tienne, on se moque de son nez. Ce que tout le monde comprend, sauf peut-être lui-même. C'est l'inconnu. Mais loin de l'incurable sottise de Booba, vous avez par exemple l'antisémitisme par antonomase. Ah, très intéressant celui-là. L'antonomase qui consiste à transformer un trope en nom commun. Par exemple, d'un hypocrite, vous direz que c'est un Tartuffe. Voyez ? D'un séducteur, vous direz que c'est un Don Juan. Antonomase. Etc. Bien. Eh bien, alors, Daniel Schneiderman a déclaré, en parlant de la FNSEA, que par aveuglement, citation, étroitesse de vue,
radicalité et terrorisme intellectuel, la FNSEA était devenue le CRIF des paysans. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Il faut regarder ça en face. De quoi s'agit-il, là? De quoi s'agit-il? De traiter le CRIF comme une métaphore. De faire passer au CRIF la barrière du langage courant, d'associer le CRIF aux notions de radicalité, de terrorisme intellectuel, comme on associe l'hypocrisie à un Tartuffe ou comme on dit d'un séducteur qu'il est un Don Juan. De présenter comme une telle évidence l'influence délétère du CRIF qu'elle en devienne un lieu commun. Et alors, vous voyez, le non-dit, l'allusion, l'antonomase, c'est dans ces petites dégueulasseries que se loge l'antisémitisme. Alors évidemment, allez chercher la loi après ça. Monsieur a été antisémite par antonomase. On va aller loin devant un tribunal avec cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en revanche, monsieur est antisémite quand il dit ça. Ce CRIF des paysans. C'est spectaculairement antisémite et pourtant ça ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est pour ça, encore une fois, que c'est sur le terrain de l'opinion qu'il faut se bagarrer. D'ailleurs, au passage, il faut insister sur une particularité de l'antisémitisme. Le simple fait d'ailleurs que le vocabulaire ait besoin de 2 mots pour désigner le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi la haine des Juifs fait-elle l'objet d'un traitement spécifique? C'est vrai, on pourrait se poser la question après tout. Pourquoi un mot spécifique pour ça? Et c'est ça qui est intéressant et qui justifie justement qu'on soit dans ce rapport, enfin comment dire, qu'il s'agisse de le débusquer. Le racisme, pour le dire simplement, se présente essentiellement comme une haine de l'autre. Mais une haine qui s'appuie sur l'objectivité d'une différence pour affirmer une supériorité ou bien déduire des opinions. C'est-à-dire, mettons, vous êtes blanc, vous n'aimez pas les noirs. Vous n'êtes pas malin. Mais, comment dire, votre sottise s'appuie sur une différence objective et constatable. Vous n'allez pas muter, c'est très, vous n'êtes pas Michael Jackson, vous n'allez pas transiter d'une couleur à l'autre. Donc, a priori, quand vous êtes blanc, que vous n'aimez pas les noirs, bon, vous n'êtes pas malin, mais c'est une différence irréductible. Vous êtes noir, vous n'aimez pas les blancs, vous n'êtes pas malin non plus, mais là aussi, vous n'allez pas faire le trajet dans l'autre sens. Vous voyez, bon... C'est la raison pour laquelle, je fais une parenthèse quand même, la raison pour laquelle, au passage, de tous les racismes, le plus bête de tous, c'est l'agisme. C'est le racisme anti-vieux. Et oui, parce que quand vous détestez le noir, vous détestez l'autre. Vous détestez le blanc, vous détestez l'autre. Mais quand vous détestez le vieux, c'est votre avenir que vous détestez. Le vieillage, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Il n'y a pas plus con que l'agisme, qui consiste à reprocher aux gens, ou le communautarisme jeune, si vous voulez, qui consiste à se faire passer pour, à dire que la jeunesse est une vertu en soi. Quoi de plus provisoire qu'une telle vertu? Bref, j'en reviens à l'antisémitisme et au racisme. Le racisme est donc une haine de l'autre. Une haine de l'autre qui s'appuie sur l'objectivité d'une différence. Bien. Alors, autrement dit, la différence objective de couleur donne un socle ou l'alibi d'une évidence à la détestation. En revanche, l'antisémitisme n'a pas la partie si facile. Le juif, l'autre qu'il déteste, est beaucoup moins discernable, beaucoup moins identifiable que celui qu'on déteste en raison de sa couleur, par exemple. Si ça se trouve, il y a des juifs dans cette salle. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas. Et Jean Kelevitch a dit, l'antisémitisme, s'adresse à un autre imperceptiblement autre. Il exprime l'inquiétude que le non-juif éprouve devant cet autre, presque indiscernable de lui-même, le malaise du semblable vis-à-vis du presque semblable.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, à l'inverse du nègre, du viet ou du rebeu, dont le pantone signe en général l'appartenance, les antisémites ont toujours voulu prêter aux juifs, aux youtres, appelez-le comme vous voulez, des caractéristiques éternelles. L'avarice, la sournoiserie, la puissance cachée, la défense d'Israël, le fameux nez crochu avec l'arête nasale convexe et la pointe du nez vers le bas. Et en fait, sans jamais vraiment réussir à fixer en signe distinctif l'identité de l'être qu'on déteste. On a toujours échoué à saisir le juif. Il y a des théories, des sciences entières du juif et ce sont des sciences vaines. On n'y parvient pas. Le résultat de cette indistinction fondamentale, c'est une augmentation de la haine. Moins on parvient à l'objectiver, le juif, plus il fait l'objet du fantasme. Moins on le reconnaît, plus on en soupçonne la présence. L'antisémite est comme un tueur armé dans une pièce sans lumière. Où est le juif? Ici, là-bas, partout, juste à côté. Et si j'étais juif moi-même? Vous voyez? Bon. Il faut se mettre à la place de l'antisémite. C'est pas facile. En cela, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'antisémite est le jumeau de l'homophobe. Très intéressant ça aussi, je trouve, parce que comme le juif est à l'inverse des autres, l'homosexuel peine à être identifié. Et si ça se trouve, il y en a dans cette salle. Comment le reconnaître? À quel mouvement, à quel geste, à quelle inclinaison du corps peut-on savoir à coup sûr qu'un tel en est? Les critères abondent, mais aucun ne satisfait pleinement. L'impossibilité d'identifier l'homosexuel détermine une haine panique où le soupçon tient lieu de norme. L'horreur et l'effroi que le juif ou l'homosexuel inspire sont à la mesure du danger que constitue la permanente possibilité de leur présence. Où sont-ils? D'où viennent-ils? S'entendent-ils entre eux? Y en a-t-il parmi nous? En sommes-nous nous-mêmes? Etc., etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que les antisémites et les homophobes se représentent volontiers les juifs et les homosexuels comme des cinquièmes colonnes, des maçonneries discrètes au cœur de la machine de l'État. Le sentiment d'une indémontrable collusion entre eux correspond à l'incapacité objective de définir véritablement la personne qu'ils détestent. De sorte que, avec ces haines, et en particulier l'antisémitisme, avec ces haines irrationnelles, nous sommes, je crois, au fin fond de la haine, au cœur de la haine même, et face à son grand secret. Et quel est ce grand secret? C'est tout simple, c'est que la haine est première. La haine n'est pas une conséquence, la haine est une cause. La haine, c'est comme la jalousie, si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être cocu pour être jaloux. D'ailleurs, c'est une phrase de Guitry, c'est un cocu et c'est pour ça que je le trompe. J'adore. Mais, une autre histoire. La haine est première. L'altérité vient ensuite. On croit lutter contre le racisme en appelant au respect de l'autre. C'est très bien, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas le respect de l'autre, l'enjeu. C'est la haine de soi qu'il faudrait combattre pour écraser la bête immonde. Le fin mot de la haine, c'est que la haine n'a pas besoin de l'être haïssable. Elle le fabrique volontiers. Et en cela, elle est inexpugnable. On ne peut rien. On peut lutter contre elle, bien sûr, mais on ne peut pas la réduire. On ne peut pas la réduire. Alors, cette haine prend des formes aujourd'hui épouvantables. Des formes atroces parce que, vous savez, Jean Kelevitch disait, c'était au début des années 60, il disait « L'antisionisme est une incroyable aubaine car il nous donne la permission, même le droit ou le devoir, d'être antisémite au nom de la démocratie. » L'antisionisme, dit-il, c'est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Le type écrit ça en 1962. Alors,
Ce que je veux dire, c'est que entrons dans le détail. Une chose respectable, infiniment respectable, est de soutenir la cause palestinienne. C'est pas ça qu'on discute, ou même d'en diffuser l'argumentaire, ou de rappeler à juste titre que les bombardements israéliens ont fait eux aussi des victimes innocentes. Il n'y a rien à dire à ça. Tout autre, et c'est de ça que je viens parler ici, tout autre est d'arracher des images d'enfants séparés de leurs parents quand ils sont encore en vie. Et pourtant, c'est à ce spectacle qu'on a assisté dans nos démocraties. J'insiste là-dessus. Nous vivons une époque où des personnes de tout genre, de tous âges, de toutes catégories, des gens comme vous et moi, des gens décents, des gens ordinaires, sont donc des gens comme vous et moi. La seule différence entre eux et nous, c'est que eux, pour se détendre, ils cherchent dans la ville des photos d'enfants juifs pour les arracher. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de savoir, enfin c'est de se demander en tout cas, ce qui se passe dans cette tête-là. À quoi pense celui qui retire délibérément l'affiche d'un nourrisson capturé par le Hamas ? Pourquoi celui-là a-t-il, en le faisant, le sentiment de bien agir ? C'est là qu'il faut parler du Hamas un tout petit peu quand même, parce que si vous voulez, c'est un nazisme populaire, le Hamas. C'est-à-dire qu'il mène un projet génocidaire tout en donnant à ses soutiens le sentiment de combattre l'injustice. Le Hamas, c'est un nazisme sympa, un nazisme à tête de victime, un nazisme pour progressistes, qui pour cette raison trouve des avocats dans le monde entier et dont les partisans sont convaincus de construire un monde meilleur. Or, comme toute entreprise d'extermination, le Hamas a ses négationnistes. Seulement, les négationnistes du Hamas, ce ne sont pas des historiens déchus qui vivent cachés quelque part, etc., qui accumulent dans leurs cavernes des contre-preuves pendant des décennies. Non, ce n'est pas ça. Non, les négationnistes du Hamas, ce sont des étudiants, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des chauffeurs, des mères de famille, voire des députés qui arrachent ou font retirer des photos d'enfants juifs. Et c'est intéressant parce que ce sont des négationnistes qui sont entravés dans leur démarche par le Hamas lui-même. Autre différence avec le nazisme, les nazis essayaient de dissimuler leurs crimes, alors que le Hamas se vante de ce qu'il fait. Comment, et donc la question pour le négationniste, là encore, je vous ai dit tout à l'heure, il faut se mettre à la place de l'antisémite, mettez-vous à la place du négationniste. C'est compliqué. Comment effacer les traces du criminel qui publie sur Facebook ses propres crimes? Le négationniste est pris au dépourvu par l'ampleur et la publicité du pogrom. Il n'a pas le temps de s'organiser. Alors il fait ce qu'il peut, il arrache des images. C'est toujours ça de tuer. Ça lui permet en plus par procuration de déchirer un peu lui aussi le corps des gens dont il arrache l'image. Ce que je veux dire ici, c'est que le spectacle des gens qui arrachent les images renseigne, à mon avis, sur la porosité de la nature humaine au mal absolu. Au mal absolu. On croit que la peste est éteinte à jamais et elle refait surface sous la forme de gens qui croient bien faire en arrachant les images de victimes d'un génocide. On croit tirer les leçons de l'histoire et en une journée, vous avez des automates qui se lèvent et qui, certains d'être du bon côté en plus, déchirent des images d'enfants otages parce qu'ils sont juifs. Et c'est à ça que nous avons affaire. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quand on questionne les gens qui font ça, quand on les interroge là-dessus, ils ont tous en commun le fait de se taire. Ils disent rien. Seule la tacite furtivité convient à ce genre d'attentat. Voyez, on peut rien répondre, à part les quelques tarés qui disent que ce sont de faux otages ou qu'ils ont été enlevés par l'armée elle-même. J'ai entendu ça. Mais l'époque que nous vivons est une époque qui nous confronte à des modalités, depuis le 7 octobre, des modalités plus subtiles de la détestation, des modalités moins caricaturales de la haine. Et encore une fois, c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'il faut travailler sur les formes les plus sournoises de l'antisémitisme. L'une d'elles, me semble-t-il, c'est celle que j'ai baptisée le théorisme. Qu'est-ce que c'est le théorisme ?
C'est tout simple. Le 3 mars 2024, Judith Butler a déclaré, citation, « Je pense qu'il est plus honnête et plus correct historiquement de dire que le soulèvement du 7 octobre était un acte de résistance armée. Ce n'est pas une attaque terroriste, ce n'est pas une attaque antisémite. Le 7 octobre était un soulèvement qui résulte d'une situation de soumission contre un appareil d'État violent. » etc., etc., etc. Bien. Or, comme nous le savons tous, le 7 octobre, sous une pluie de roquettes, plus d'1 millier de civils israéliens ont été massacrés, 200 d'entre eux ont été pris en otage, des dizaines d'Israéliennes ont été violées et continuent de l'être. Et les gens ont filmé leurs exploits. Et alors, ce qui est important ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'erreur que fait Judith Butler. L'erreur que fait Judith Butler, c'est qu'elle réduit la décision de tuer des Juifs à une réaction. Elle inscrit les actes commis le 7 octobre dans un cycle logique ou naturel d'un enchaînement de causes et d'effets. Le crime de Judith Butler, c'est de dissoudre le crime dans la série des causes qu'elle veut lui trouver. C'est exactement la même chose au moment du 11 septembre. Au moment du 11 septembre, il y avait des gens pour dire « quand même, ils ne l'ont pas volé ». C'était les mêmes. Au moment du 7 janvier, vous aviez des gens pour dire « oui, mais enfin quand même, ils ne l'ont pas volé ». Les gens qui disent, pas plus tard qu'avant-hier, Aurélien Bélanger expliquait ça à la télévision, doctement, que c'était un journal islamophobe, etc., etc., et qu'en somme, il n'avait pas volé ce qui lui était arrivé. Les gens qui disent ça, les gens qui expliquent ça, les gens qui disent ça, sont des théoristes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, face au phénomène qui les embête, face à l'événement qui les trouble, face à l'événement qu'ils voudraient nier, ne pouvant nier l'événement, s'attachent à en dissoudre la gravité en l'inscrivant dans des séries causales si larges que l'événement lui-même perd son relief. Donc, ne voyez pas le 7 octobre, voyez 75 ans d'occupation. C'est-à-dire une cause qui, par son gigantisme, rend le 7 octobre tout petit. Théorisme. Et l'autre aspect du théorisme, la conséquence de ça, c'est que vous indexez systématiquement la violence exercée sur la violence subie. C'est-à-dire, vous voulez expliquer, vous êtes là, vous dites cet événement me déplaît, etc. Je vais essayer de l'expliquer. Je l'explique. En l'expliquant, je le rends moins grave, je le dissous. Mais surtout, je fais comme si il était causé par quelque chose de plus grave que lui. Des antivax un jour ont agressé un pharmacien. Yvan Rioufol, très antivax, a expliqué que c'était la faute de Macron, parce que le vrai pyromane était à l'Élysée. De la même manière, des professeurs agressent Jean-Michel Blanquer. Ils expliquent, c'est peu de choses à côté de la violence qu'il a exercée contre l'éducation nationale. C'est-à-dire que le théorisme est une façon de dire que toute violence qu'on exerce témoigne en réalité de la supériorité de la violence qu'on a subie. C'est le modèle, c'est-à-dire que, et c'est très, donc, autrement dit, c'est un appel à la violence. C'est un appel à la violence, puisque toute violence, toute agression est immédiatement indexée sur l'agression qui est censée l'avoir suscitée. Par exemple, quand il y a eu ce pogrom au Daghestan, vous avez vu ces gens qui voulaient absolument se jeter sur cet avion qui arrivait d'Israël, et des foules entières qui voulaient se jeter. Il y a eu une insoumise, Alma Dufour. Il faut s'intéresser au second couteau. Alma Dufour. Alma Dufour a déclaré, je crois que j'ai la citation, attendez, je crois que j'ai la citation, elle a déclaré, je ne sais plus, elle a déclaré qu'il était injuste que les Juifs fassent les frais de la politique de Netanyahou. C'est-à-dire que des Juifs étaient pourchassés par des gens dans un aéroport,
Et elle a déclaré qu'il était injuste que les Juifs fassent les frais de la politique de Netanyahou. Il faut bien comprendre que les gens, les gens qui font ça se donnent l'air de mieux comprendre le phénomène, de mieux l'expliquer, de mieux le comprendre. Et en réalité, l'enjeu, c'est de le dissoudre. Je m'éloigne un tout petit peu de la question de l'antisémitisme pour rester sur cette affaire de terrorisme. Je vous en donne un autre exemple. En 2016, il y avait les manifs contre les lois Valls. Et il y a eu un moment, vous savez, une voiture de police qui a été incendiée, qui est de Valmy. On a cette image. Et à ce moment-là, quand il y a eu l'incendie de la voiture de police, Geoffroy de la Gannerie a déclaré, sociologue Geoffroy de la Gannerie, a déclaré qu'il ne fallait pas être dupe d'une telle image. Il ne fallait pas être dupe d'un tel spectacle. Il ne fallait pas être hypnotisé par un tel spectacle, parce que l'objet d'un tel spectacle était de nous masquer la violence véritable, qui était la violence des lois Valls et la violence de la répression policière. Vous voyez ce que je veux dire? Et que donc, c'est un effet d'hypnose. Et que quand on regarde avec les yeux de l'esprit, plus qu'avec les yeux du corps, quand on ne se laisse pas fasciner, quand on n'est pas dupe, quand on élève son regard, on voit beaucoup plus loin que cette voiture de police incendiée qui n'est qu'un pauvre symptôme d'un mal bien plus grave. Vous voyez, le théorisme fonctionne de cette façon-là. Il s'arrange pour dissoudre les phénomènes en les expliquant. Et il s'arrange pour... comme si la haine était soluble dans l'explication qu'on lui trouve. À partir de là, vous êtes... et alors, évidemment, en matière d'antisémitisme, on est au cœur du dispositif haineux. Et je terminerai là-dessus, et après, comme ça, on pourra discuter. On est au cœur du dispositif haineux, puisque comment ça fonctionne ? Chaque fois qu'un juif est agressé, chaque fois qu'un juif est insulté, chaque fois qu'un juif est traité de génocidaire en sa qualité de juif, ou chaque fois qu'un juif est même traité de sioniste en sa qualité de juif, vous avez des gens pour expliquer que ça s'explique. Et vous avez des gens pour être convaincus qu'en expliquant ce qui se passe, ils luttent contre la haine. Vous avez des gens pour expliquer que ça s'explique. Le 7 octobre, vous avez des gens pour l'expliquer. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de cause au 7 octobre. Je veux dire que la barbarie n'est pas soluble dans les causes qu'on prétend lui trouver. Et donc, il faut se méfier, si vous voulez, comme de la peste, me semble-t-il, des explicateurs. Et puisque, juste un mot, c'est la peste qui m'y fait penser, encore une fois, j'ai commencé en vous disant ça, je ne crois pas, d'abord, que nous vivions une période temporaire, et surtout, je ne pense pas que nous puissions un jour en finir avec l'antisémitisme. C'est une haine aussi vieille que l'humanité, donc je ne crois pas qu'on puisse en finir avec l'antisémitisme. En revanche, dans ce constat, dans cet horizon ou dans cette absence d'horizon, je ne vois aucune raison de baisser les bras. Aucune raison de baisser les bras. Il n'est pas nécessaire de prévoir la victoire pour se battre. On se bat parce qu'on fait ce qu'on a à faire. C'est la leçon de la peste. Dans la peste, les héros, les personnages sont des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui font ce qu'ils peuvent face au mal. Ils mettent les mains dans les bubons alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de vaccin et qu'ils savent, enfin pas pour l'instant, enfin bref, dans le moment il n'y en a pas, et qu'ils savent que la peste reviendra toujours. Et pourtant, ils mettent les mains dans les bubons. Ils ne voient pas, dans l'absence d'horizon, dans l'absence d'espoir, une raison de baisser les bras. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Il ne faut pas que notre action ou notre engagement soit indexé sur la perspective d'une victoire ultime. Il n'y en a pas. Il y a juste à se battre. Merci de votre attention. Merci, cher Raphaël. Merci, cher Raphaël Enthoven, pour ces mots, je vous en prie, finalement optimistes, mais qui n'apportent pas quelque part de solution. On ne peut pas guérir de ça si on comprend bien ce que vous dites. Et le sujet que j'avais abordé en introduction sur l'éducation et la culture
selon vous, ne servirait donc pas une manière de régler le problème? Non, je pense que c'est une illusion de croire que la haine est soluble dans l'apprentissage ou dans la connaissance. Bien souvent, la connaissance vient au service de la haine, nourrir et étayer des dispositifs haineux. S'il suffisait d'être cultivé pour ne pas être antisémite, Judith Butler ne dirait pas ce qu'elle raconte. Je veux dire, c'est que la haine soit... je n'ai jamais vu que la haine soit soluble dans la connaissance, dans le savoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'ignorance est de bonne aloi, bien sûr que non. Évidemment, c'est essentiel d'apprendre, de comprendre et de se renseigner, mais de faire peser sur l'apprentissage la responsabilité de dissoudre la haine, non, c'est un affect qui est indépendant. Le savoir qu'on acquiert vient souvent doper la haine qu'on éprouve. J'ai jamais vu, moi, que quelqu'un d'épouvantablement antisémite serait sorti de cela par l'acquisition d'une connaissance qu'il n'avait pas. Enfin, c'est très rare, quoi. Le problème n'est jamais les extrêmes. Le problème, c'est surtout les personnes qui sont indifférentes ou qui n'ont pas d'opinion. Ouais, le problème, c'est les lâches. Le problème, c'est les indécis. Le problème, c'est les accommodants. Le problème, c'est pas les fous, les gens qui vous disent mort aux juifs ou je sais pas quoi. Bon, d'accord. Non, le problème, c'est les trouillards, c'est les pleutres. Le problème, c'est pas les gens qui veulent couper la tête des professeurs qui montrent des caricatures du prophète, si vous voulez. Il y en aura toujours des fous pour vouloir faire des choses comme ça. Le problème, ce sont les gens qui osent leur trouver des raisons. Ou ce sont les gens qui diffusent des fake news sur le professeur en question, ou ce sont les professeurs, collègues du professeur, qui ne prennent pas sa défense. Le problème, c'est ça. Le problème est là, et les indécis sont beaucoup plus dangereux que les fanatiques. Ils sont beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Nous allons prendre des questions. Vous dites que l'antisémitisme n'a rien à voir avec l'éducation ou le savoir. Or, si vous voulez, il y avait au début de tous les temps, il y a toujours eu un antisémitisme religieux. Et c'est quand vous lisez des cours de catéchisme de mon époque, même des années 50, je peux vous dire que c'était virulent. Nous, on passait pour ceux qui avaient tué le Christ. Vous comprenez? Donc, c'est après que l'antisémitisme a évolué, c'est devenu, mais c'est parce qu'il était ancré dans un antisémitisme de religieux. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que... C'était une question de savoir. Le juif avait tué le Christ. Vous avez raison, vous avez raison. Est arabe. On sait très bien que... Alors, il est différent, il est d'une autre nature. En fait, si vous voulez, c'est mon philosophe favori, Clément Rosset, qui distingue deux formes de bêtise. Il dit, vous avez la bêtise du premier degré. Par exemple, si vous croyez que la Terre est plate, eh bien, mes amis, l'école est faite pour vous, et vous y apprendrez utilement de quoi voir les choses différemment. Et ce sera un gain incontestable pour vous. Votre sottise est soluble dans un apprentissage. Voilà. Si vous croyez que la Terre est plate, vous allez à l'école, ça s'arrange. Bêtise du premier degré. Si en revanche, vous croyez que les Juifs contrôlent en sous-main le pouvoir et tentent de nous inoculer la 5G via des vaccins de Big Pharma ou de je ne sais pas quoi, si vous croyez ça, à la différence du du platiste, vous êtes incurable. Parce que vous ne souffrez pas d'ignorance, vous souffrez au contraire d'une hypertrophie du sentiment de savoir. Donc vous êtes incurable parce que vous êtes convaincu d'être déjà guéri. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc vous avez des tas de gens, et c'est ça. Et donc il faut se méfier. Bien sûr, alors je ne suis pas en train de dire que l'ignorance est d'or et que la connaissance ne sert à rien.
C'est une posture, ce serait une posture détestable. Ce n'est pas ce que je raconte ici, évidemment. Il n'y a pas de meilleure compagnie que les livres et que la culture ou le savoir. En revanche, je ne pense pas que la déraison antisémite soit soluble dans l'acquisition d'un savoir. Ce serait trop simple. Ce serait trop facile. Oui, bonjour Monsieur Enthoven. Bonjour Monsieur. Alors, j'ai une lecture un peu différente. Et je vais parler d'antiracisme. Alors, il y a des références antiracistes qui s'accommodent très bien de l'antisémitisme quand eux-mêmes n'en sont pas acteurs. Alors, je vais essayer de faire court. Alors, l'antiracisme, c'est entre autres deux postulats binaires, totalement simplistes et jamais interrogés, qui sortent de nulle part. C'est de dire que le racisme a été inventé par les Blancs et qu'on ne peut pas être victime de racisme et raciste. Pardon. Alors, ça pose un problème parce qu'il y a eu, par exemple, la tuerie de Toulouse. Les victimes pouvaient être les bonnes, mais le bourreau n'était pas le bon. En fait, Mohamed Merah, censé être victime de racisme, ne pouvait pas être antiraciste. Alors qu'à cela ne tienne, l'antisémitisme, on a décidé que ce n'était plus un racisme. Alors, il y a aussi, effectivement, bon, je ne vais pas tout lire parce que j'ai peur de prendre trop de temps, mais il y a Whoopi Goldberg qui nous a raconté que finalement, l'extermination des Juifs, qu'on connaît tous, c'était pas l'expression paroxystique d'un racisme, c'est juste une querelle entre Blancs qui a mal tourné. Et selon Roya Diallo, les Juifs n'ont pas été exterminés en tant que groupe. Donc, en fait, et c'est là où je fais un procès à l'antiracisme, je voudrais savoir comment l'antiracisme a atteint une telle perversité. Comment des figures antiracistes ont-elles toujours pignon sur rue? Je parlais de Rokhaya Diallo tout à l'heure. Et comment la gauche, la sainte gauche, la gauche vertueuse, s'est vautrée dans cet antiracisme? Est-ce par clientélisme, par bêtise ou par... j'ai oublié ce que j'ai écrit. Bon, bref. Voilà. Et comment, effectivement... vous imaginez bien que je n'ai pas de réponse à cette question, hein, même si je le déplore autant que vous, mais je vous dirais trois trucs. D'abord, pour aller dans votre sens, vous connaissez l'argument des concernés, le fameux argument des concernés. C'est un truc, à première vue, c'est imparable. C'est si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas parler d'homophobie. Tu ne connais pas. Si tu n'es pas noir, tu ne peux pas parler de négrophobie. Mais tu ne connais pas. Si tu n'es pas arabe, tu ne peux pas parler d'islamophobie. Je déteste ce mot, mais tu ne connais pas, etc., etc., etc. En revanche, si tu es juif, tu ne peux pas parler d'Israël. C'est extraordinaire parce que l'argument des concernés tient jusqu'au judaïsme. L'identité, le principe de l'argument des concernés à l'ère identitaire, c'est de donner à l'identité la valeur d'un diplôme. Votre identité vaut diplomatique. Votre identité vous vaut comme un diplôme, vous donne le droit de parler de choses dont d'autres ne pourraient pas parler. Parce qu'ils n'auraient pas l'identité adéquate. Et à une exception près, c'est l'identité juive qui, elle, pour le coup, vous dénie, vous retire le droit de parler de ces sujets au nom d'une objectivité dont on peut douter. Très intéressant de voir l'argument des concernés pour aller dans le sens de ce que vous dites. De façon générale, la démocratie repose sur ce que Nietzsche appelait une équation exorbitante, qui est l'idée que la faiblesse est une vertu et que la force est une méchanceté. La démocratie repose sur ce sentiment-là. La faiblesse est toujours perçue comme une vertu, la force est toujours perçue comme une méchanceté. De sorte que, par exemple, vous avez des gens qui se vivent comme parfaitement démocrates quand ils considèrent qu'on ne doit pas faire d'humour sur des minorités, on ne doit pas faire d'humour sur des gens opprimés, l'humour ne doit pas porter sur les faibles, par exemple, parce qu'on ne peut pas accabler les gens, la faiblesse est une vertu. La faiblesse est une vertu, la force est toujours une méchanceté. Or, dans un tel système, dans une telle façon de penser qui infuse dans tout le tissu démocratique, le juif occupe un statut ambivalent. Il est à la fois le recordman de la victime, le champion du monde, toute catégorie de la victime. Il n'y a pas plus victime que lui et il n'en fait pas commerce. Et il n'y a pas plus victime que lui et dans le même temps, il est perçu comme l'avant-garde de l'oppression coloniale.
Et donc, je veux dire, en termes de perception collective, il y a un brouillage dans la perception des choses. Ce qui donne, par exemple, des gens qui sont ouvertement et spectaculairement antisémites, mais qui, par exemple, peuvent lutter contre la réédition des pamphlets de Céline parce qu'ils redoutent la haine, vous voyez, et qui pourtant sont objectivement antisémites. Donc, la perception qu'une société démocratique a du juif est une perception qui est fatalement trouble. Fatalement trouble. Fatalement trouble. C'est une victime à laquelle on reproche d'appartenir au camp des oppresseurs. Donc on ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc de temps en temps, vous avez Rocaille Diallo qui retire aux Juifs. Après, vous avez tous les délires sur l'interprétation de la Shoah, dont l'enjeu est de retirer aux Juifs le statut de victime du racisme. Bonsoir et merci de votre exposé. Bonsoir, monsieur. Vous dites que le meilleur moyen de le combattre, enfin une façon de le combattre, celle que vous privilégiez en l'occurrence, c'est dans le discours plus que par la loi ou l'acquisition de connaissances. Pour autant, dans les personnes que vous citez, qu'il s'agisse de députés LFI qui sont donc des représentants d'une certaine frange de la population ou d'influenceurs qui également influencent une frange de la population, on voit là la difficulté de lutter contre une frange croissante et significative de la population. Si l'acquisition de connaissances n'est pas la solution pour combattre l'antisémitisme, l'affaiblissement de la connaissance dans la société est certainement un terreau favorable à son développement. Est-ce que là, pour revenir sur ce que Harry disait en introduction, il n'y a pas a fortiori une matière à développer, à lutter contre l'affaiblissement de l'acquisition de connaissances en France aujourd'hui ou en Europe en particulier? C'est vrai. C'est vrai. Le terreau de l'ignorance, encore une fois, le terreau de l'ignorance est fécond. Le lit de l'ignorance est fécond en haine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je maintiens en revanche que ce qui est douteux, c'est de caresser l'espoir que l'antisémitisme soit soluble dans une connaissance accrue. Ça, si c'était le cas, il n'y aurait pas tant d'érudits pour haïr les Juifs. Encore une fois, c'est ça qui me fait hésiter. C'est là-dessus que je m'arrête. Moi, c'est la seule limite que je trouve. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, évidemment, bien sûr. Et que le terreau de l'ignorance soit fécond, ça me paraît bien sûr. Bonsoir, Monsieur Enthoven. J'ai trouvé quelque chose de très admirable dans votre intervention, c'est que vous avez réussi à parler d'antisémitisme pendant 1 heure sans jamais évoquer l'extrême droite, mais en évoquant l'extrême gauche. Et je trouve que c'est très symptomatique de la période que l'on vit, à savoir pendant des années, en tout cas, enfin, moi dans ma jeunesse, on a toujours été face à l'extrême droite, c'était vraiment le mal absolu, l'antisémitisme le plus pur qui existait, et évidemment la gauche humaniste, etc. Et maintenant on se rend compte finalement que aujourd'hui, je pense qu'au sein de la communauté juive, beaucoup de corélégionnaires se sentent plus proches des idées de l'extrême droite, enfin, telles qu'on l'appellerait, parce que à la suite du 7 octobre, ils ont défendu les Juifs, ils ont été ouvertement en faveur d'Israël, alors que la gauche a été ouvertement, effectivement, contre les Juifs dans son ensemble. Et je voudrais savoir si le regard que vous portez justement sur ce basculement, on va dire, de la gauche, d'un antisémitisme primaire d'extrême droite vers justement cet antisémitisme de gauche. Si vous voulez, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, c'est vrai que Le Pen est mort et Le Pen était un antisémite pur. À l'ancienne, d'une certaine manière. Ça rend presque nostalgique. C'est comme quand on lit Tartarin de Tarascon, si vous voulez. On tombe sur des pages d'un antisémitisme presque rassurant, d'une certaine manière. Tellement il est caricatural et spectaculaire. Le Pen, c'était l'antisémitisme caricatural, spectaculaire. C'était une passion fondamentale chez lui. Et c'est une illusion de penser que le parti qu'il a fondé, et lui-même a fait l'économie de cela. Qu'il trouve un intérêt stratégique aujourd'hui à défendre les Juifs, c'est une certitude. Qu'il ait fait l'économie de cela, c'est faux. Le parti est dans les mains d'anciens du GUD. Le GUD, qui est un mouvement dont l'antisémitisme était un antisémitisme, pour le coup, pro-palestinien en plus. Le Front National
puis le Rassemblement national, sont des mouvements très largement encore imprégnés, qui baignent dans l'antisémitisme, et c'est un antisémitisme que masque mal une adhésion stratégique aux options qui ne sont même pas celles d'Israël, mais qui sont celles de Netanyahou. Donc ça me paraît, moi, si vous voulez, c'est un péril, ça me paraît un péril objectif. Comment dire, le sentiment que devant la désertion, la nullité de la gauche, le sentiment qu'en somme, on est en meilleure compagnie face à des gens qui anciennement peut-être ont été cela, mais qui aujourd'hui... Un tel sentiment me paraît infiniment dangereux. Voilà, je le dis, moi, je me paraît infiniment dangereux, même si l'antisémitisme auquel nous avons affaire aujourd'hui et qui sévit principalement aujourd'hui à gauche. Sous des formes inédites, avec ce péril en plus qu'il est porté par des figures qui, la main sur le cœur, s'indignent quand on les traite d'antisémites. Et c'est là que nous avons une adversité qui est une adversité redoutable. Encore une fois, une adversité qui s'ignore est une adversité redoutable, absolument redoutable. Voilà mon sentiment. Mais en revanche, à aucun moment, et c'est vrai que je regrette de vous en avoir donné l'impression, mais à aucun moment, moi, je ne valide, si vous voulez, ce réflexe que je comprends, mais qui me paraît marqué du sceau de l'erreur, et qui me paraît, en tout cas, ne pas résister à... L'antisémitisme n'est pas soluble dans la connaissance, mais l'adhésion au Rassemblement national, oui. Il suffit de travailler un peu sur ce qu'est ce mouvement, de se renseigner un peu pour voir à qui on a encore affaire, pour, à mon avis, ne pas céder à ces sirènes. Mais effectivement, merci d'avoir posé la question. Et vous avez raison, j'en ai pas parlé. Bonsoir. En fait, je voulais savoir comment vous... Bonsoir. Où êtes-vous, monsieur? Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir. Comment expliquez-vous en fait que les leaders de l'antisémitisme les plus virulents soient juifs souvent en fait vous parlez de Butler, mais il y en a plein d'autres. Donc comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Je sais pas parce qu'il y aurait plein de façons de le dire. Il y aurait plein de façons de le dire. Je ne sais pas. Moi, quand j'entends Judith Butler, par exemple, effectivement, j'entends... Alors, j'oublie complètement son judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme n'a jamais empêché d'être antisémite. Le judaïsme n'est pas un antidote à l'antisémitisme. On n'est pas vacciné contre l'antisémitisme quand on est juif. C'est pas, ce serait trop facile. Mais surtout, dans le cas de Judith Butler, il ne s'agit pas tant d'un antisémitisme qui se vivrait lui-même comme antisémite. Il s'agit... À mon sens, en tout cas, d'un colonialisme qui s'ignore. C'est-à-dire, c'est Romain Gary qui raconte ça dans Chien blanc. Il n'y a pas plus colonialiste que celui qui considère que les Blancs sont responsables de tous les maux de la terre. C'est-à-dire que l'ultime forme du colonialisme aujourd'hui, c'est le paternalisme paradoxal des gens qui considèrent que la France se conduit encore comme un empire colonial avec les gens qui sont sur son territoire. La dernière version du colonialisme, c'est cette idée-là. C'est l'idée que, alors on n'est pas colonialiste par l'oppression, on est colonialiste par la condescendance, si vous voulez. C'est ce colonialisme condescendant. Moi, c'est ça que j'entends quand j'entends Judith Butler. J'entends une immense condescendance, en réalité. Une immense condescendance et surtout la mise en œuvre d'une rhétorique uniquement destinée
uniquement destiné à justifier, à expliquer, à excuser et à valider le meurtre de juifs. Qu'elle soit juive, je m'en fous en fait, d'une certaine manière. Ça n'a jamais été déterminant chez moi. Donc je n'arrive pas à savoir dans quelle mesure on pourrait disserter des heures sur la haine juive de soi, sur le fait. Ça n'a jamais été déterminant chez moi, donc je n'arrive pas à en faire une cause ou une digue. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Pour répondre à ce monsieur, et aussi j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, je remarque de plus en plus une convergence des luttes, extrême gauche, extrême droite. On peut avoir des tweets, par exemple, qui commencent par Netanyahou est un génocidaire, pour qu'il soit repris par quelqu'un d'autre qui va dire c'est comme en Ukraine, et finalement en Ukraine, Soros est derrière, et finalement on va se dire finalement c'est comme la Seconde Guerre mondiale, c'est les Juifs qui ont déclenché la Seconde Guerre mondiale. Donc moi je trouve qu'il y a une convergence des luttes, et elle est récente, et ça m'inquiète beaucoup, parce que si l'antisémitisme était juste cloisonné à LFI, ce serait un bonheur, mais là je vois de plus en plus une convergence des luttes, et j'aurais voulu connaître votre opinion et peut-être réfléchir à la question justement juste précédente, en se demandant est-ce qu'il y a eu une époque qui n'était pas autant perturbée. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une époque perturbée, il y a des relents antisémites, et que finalement, face à des injustices, l'antisémitisme est la réponse du commun des mortels pour pouvoir expliquer d'une façon simple le malheur du monde. Oui. Ça, c'est universel. C'est universel, ça a toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est le juif occupe une place, occupe cette place-là. A toujours joué dans les sociétés le rôle de la victime expiatoire, du Jonas dans le navire. Il a toujours occupé cette place-là, toujours. Pour des raisons, pour 1000 raisons, mais le fait est que c'est incontestable, ça prend toujours cette forme-là. C'est incontestable. Au-delà de ça, la convergence des luttes, elle est très intéressante. Par exemple, je voyais l'autre jour Danielle Obono. Danielle Obono a déclaré qu'elle n'était pas Charlie et qu'elle avait pleuré en revanche le jour où on avait interdit les spectacles de Dieudonné. Lequel Dieudonné a tweeté « Je suis Jean-Marie » à la mort de Le Pen. Et donc en fait la boucle est bouclée, si vous voulez, en matière de convergence des haines. Et donc il y a deux choses. Il y a l'éternité de la détestation du juif et la position du bouc émissaire pour des raisons diverses et objectives. Et il y a la convergence des haines entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ce sont, à mon avis, deux phénomènes. On peut disloquer la convergence des haines, on peut plus difficilement s'en prendre au désir qu'une société a de se refaire une santé sur le dos des Juifs. Ça, malheureusement, c'est vieux comme l'humanité. D'une certaine manière, c'est dire à quel point les Juifs sont essentiels à tout ça. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. En vous écoutant, on a l'impression que la rhétorique antisémite est parfaite. On n'arrive pas à la contourner, qu'elle est vraiment très au point. Et j'ai l'impression que de notre côté, notre rhétorique est nulle. On n'arrive pas à contredire des antisémites, on n'arrive pas... Et peut-être qu'on aurait besoin de vous pour se muscler dans cette partie-là, parce que franchement, ils sont très forts, quoi. Non, mais l'antisémitisme n'est pas soluble dans un apprentissage, mais en revanche, pour se battre, il faut lire, ouais. Il faut travailler. Il faut travailler. Par exemple, non, les réflexions sur la question juive. Tout le monde peut lire les réflexions sur la question juive de Sartre. L'idée sartrienne selon laquelle, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait.
cette idée-là, cette idée toute simple. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Est une idée fondamentale, est une idée essentielle. Ça n'est pas une idée suffisante. C'est ça qui est intéressant, parce que ça ne suffit pas. Parce que le judaïsme n'est pas simplement, on n'est pas simplement juif par la haine que ça inspire aux autres. Il existe d'autres façons d'être juif. On ne se sent pas juif uniquement par la détestation que ça nous vaut, la détestation arbitraire que ça nous vaut de la part de gens qu'on ne connaît pas. Il existe d'autres façons d'être juif. Et donc, répondre aux antisémites. Non, parce que non, c'est assez faible. C'est assez faible, par exemple. Prenez par exemple, tiens, prenez un négationniste pur sujet, Vincent Renoir, qui est un pur négationniste, un disciple de Forisson. Vincent Renoir disait un jour, il dit, j'offre 5 000 $ à toute personne capable de me prouver que les chambres à gaz ne sont pas une invention de l'entité sioniste. Capable de me prouver... Donc, c'est-à-dire que, exactement, il avait inversé la charge de la preuve. Il avait inversé la charge de la preuve. Il dit, les chambres à gaz sont une invention de l'État sioniste, de l'entité sioniste. Prouvez-moi le contraire. Si vous ne parvenez pas à me prouver le contraire, c'est que j'ai raison. On ne peut pas l'attaquer sur le fond. Parce que si on dit, mais non, les chambres à gaz ne sont pas une invention de l'entité sioniste, il dira, regardez, moi j'ai mes preuves, etc. etc. Donc, on ne l'attaque pas sur le fond. En revanche, on peut l'attaquer sur la méthode. Vous avez inversé la charge de la preuve. C'est à vous qu'il appartient de démontrer ce que vous racontez. Ça n'est pas à nous qu'il appartient de démontrer le contraire. Et donc, si vous voulez, c'est en travaillant de cette façon-là, on combat l'antisémitisme méthodologiquement, parce que méthodologiquement, il n'est pas rigoureux. Il n'est pas rigoureux, il est fantasmatique, il est paranoïaque, il n'est pas rigoureux, il est d'une certaine manière follement cohérent, mais en aucune manière rigoureux. Et donc, on peut, sur des acquis méthodologiques, combattre efficacement l'antisémitisme, mais croire qu'on va réduire une telle haine me paraît malheureusement illusoire. Voilà. Oui, madame. Merci. Juste une question. On parle d'antisémitisme, il n'y a pas de souci. Comme on le sait, aujourd'hui, beaucoup d'antisémites sont eux-mêmes d'origine sémite. Et donc, pourquoi est-ce que pensez-vous qu'il soit pertinent d'utiliser, comme beaucoup le font aujourd'hui, le terme d'anti-juif plutôt qu'antisémite? Puisqu'en réalité, c'est le juif le problème. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne veux pas me poser cette question. Le mot désigne... Taguieff emploie le terme de judéophobie. Il préfère parler de judéophobie plutôt que d'antisémitisme. S'il veut. C'est un mot... d'une certaine manière, l'antisémitisme, comme s'en prend volontiers aux juifs ashkénazes, si vous voulez, l'antisémitisme, d'une certaine manière, le mot en lui-même est une catachrèse. Vous voyez ce que c'est une catachrèse? C'est un mot qui existe, mais qui a oublié son sens. Par exemple, un Club Med au Brésil. Vous voyez, le Club Med, c'est Méditerranée. Et un Club Med au Brésil, ça doit plus s'appeler le Paris-Dakar en Amérique du Sud. Catachrèse. Mais en fait, il y a des catachrèses partout dans le langage. Si vous démarrez une voiture, vous retirez l'amarre. Quand vous déclenchez quelque chose, vous retirez la clenche. Donc ce sont des mots qui ont perduré au-delà du sens, au-delà du contexte et des significations qui lui ont donné le jour. Donc moi, je me satisfais de celui-là. Ça me suffit, ça permet de bien identifier l'ennemi. Voilà. Je connais les arguments de Taguieff en faveur de judéophobie, mais antisémitisme, on voit bien ce qu'on veut dire quand même.
Oui, bonsoir, Monsieur Antoval. Bonsoir, madame. Merci pour votre exposé. On a l'impression d'être intelligent quand on vous écoute. Je vous remercie, moi-même. Parfait. Moi, j'ai une question qui me taraude. Vous y avez plus ou moins... Non, vous n'avez pas répondu. Donc, en fait, j'arrive à comprendre le fonctionnement, entre guillemets, de l'antisémitisme au fil des décennies passées. Parce que c'est vrai que, quand même, on est passé de l'extrême droite, de la figure de Le Pen, qui était une caricature, et vraiment là, on comprenait ce qui animait ce personnage, à quand même l'antisémitisme actuel de Mélenchon, de LFI et sa clique. Là, et je trouve qu'il est très dangereux, cet antisémitisme-là, parce qu'il se cache, et il est séducteur pour une partie de la jeunesse, et je le trouve vraiment beaucoup plus dangereux que l'autre, ça c'est mon opinion, parce que l'autre, on le voit, et puis on le combat depuis toujours. Celui-là, il est nouveau, et il est caché derrière aussi une certaine bien-pensance. Mais moi, ma vraie question, c'est pourquoi l'antisémitisme ? Vous avez dit que c'était depuis toujours, que le juif était vraiment la victime, que voilà, un petit peu comme si on n'y pouvait rien faire. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, quelques causes qui pourraient expliquer, parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Vraiment. Merci. Non, alors justement, comment vous dire ? Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Je ne peux pas vous donner de cause. Je ne peux pas vous donner de cause. L'antisémite lui-même se donnera quantité de causes, mais c'est pas parce que les juifs sont avares, voleurs, sournois, menteurs, usuriers, grippe-sous qu'on est antisémite. C'est parce qu'on est antisémite qu'on pense que les juifs sont comme ça. Les causes que les antisémites se donnent viennent valider rétroactivement la décision de haïr. Dans la vie, on décide et c'est après qu'on délibère. De la même manière, le nouvel antisémitisme qui vous fait si peur, à bon droit d'ailleurs, est un antisémitisme qui s'appuie commodément sur des questions géopolitiques pour s'épanouir et pour se donner une justification, pour se doper lui-même, pour se justifier lui-même, mais qui en lui-même n'a pas besoin de cela pour exister. Il était là déjà, il était là latent, il était là présent. Encore une fois, dans la vie on décide et c'est après qu'on délibère. La haine précède les raisons qu'elle se donne. La haine précède les raisons qu'elle se donne. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'antisémitisme auquel nous avons affaire aujourd'hui est un antisémitisme redoutable, puisqu'il se donne un alibi, c'est ce que dit Jean Kelevitch, il est démocratiquement antisémite, il se donne un alibi politique. C'est pour ça qu'il est si puissant. Il est si puissant par l'évidence de l'alibi qu'il s'est donné, si vous voulez. Il est extrêmement puissant pour cette raison-là, bien sûr, et redoutable à ce titre. Outre, encore une fois, qu'il ne se vit pas lui-même comme un antisémitisme. Les gens dont nous parlons aujourd'hui comme objectivement antisémites, que nous trouvons plus antisémites que l'extrême droite, ces gens-là pensent eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Et ils en sont convaincus. C'est pas seulement le camp du bien, c'est l'idée que c'est la postulation morale ultime. C'est on ne peut pas être antisémite puisque l'antisémitisme est une haine et nous sommes contre la haine. Donc c'est au-delà du camp du bien. D'abord, ça me paraît très improbable comme scénario. Je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Moins il y a de juifs, plus on les déteste. Vous savez, donc oui, non,
Je ne sais pas. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je vais simplement rebondir sur la question précédente et la réponse que vous avez donnée. Est-ce que vous estimez... pardon, mais... Pardon, je ne vous ai pas entendu au début. Non, je vais rebondir sur ce qui s'est dit... Pardon. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit en début d'intervention et sur quoi on est revenu tout à l'heure. L'idée selon laquelle, notamment les membres du LFI, ignoreraient leur antisémitisme. Et désolée, mais j'ai quand même un doute et je suis sceptique sur cette position. Ou en tout cas, elle m'interpelle. Notamment quand Jean-Luc Mélenchon joue avec les ambiguïtés et fait des déclarations publiques contre notre ancienne ministre ou contre Ruth El-Krief. Je pense qu'il est parfaitement conscient que les propos qu'il tient sont antisémites, ou en tout cas frôlent avec l'antisémitisme. En réalité, est-ce que c'est justement, peut-être que c'est le fait que je sois avocate qui me fait m'interroger sur cette question, sur le fait que la loi soit, entre guillemets, ne soit plus adaptée en réalité à l'évolution de la forme que prend l'antisémitisme dans notre société, qui fait qu'elle laisse liberté à de tels propos, ou est-ce que c'est véritablement ce que vous disiez, c'est le fait que ces personnes aujourd'hui pensent qu'ils sont entre guillemets dans le camp du bien, puisqu'ils incriminent Israël et la politique d'Israël pour cacher leur véritable antisémitisme. En réalité, on dit aussi que la manière dont sont traités les Juifs dans une démocratie révèle la bonne santé de cette démocratie. Et actuellement, tout le monde, évidemment, ici ne peut qu'en douter. Donc, en réalité, est-ce que notre combat et le combat de l'état de droit, c'est de faire évoluer la loi pour qu'elle soit en adéquation avec la réalité de la situation. Mais comment voulez-vous faire évoluer la loi? Prenons par exemple, prenons le cas de Mélenchon. Mélenchon, il dit le Likoud a fait gagner, a fait perdre les travaillistes anglais. C'est complètement con. Mais vous n'allez pas le mettre en prison pour ça. C'est ce que je veux dire. Jean-Luc Mélenchon, les crimes les attaques antisémites ont augmenté de 1000% en France. Jean-Luc Mélenchon a déclaré que l'antisémitisme était résiduel. Il dit ce qu'il veut. Je veux dire, comment voulez-vous faire évoluer la loi? Comment voulez-vous que la loi évolue pour punir une chose pareille? Je ne voudrais pas vivre dans un monde où la loi punit des paroles de cette nature. Ça n'est pas sur la loi qu'il faut compter. C'est sur nous. C'est sur nous, je dis nous les citoyens. C'est sur nous les citoyens, c'est à nous de faire ce travail de décryptage. C'est à nous de montrer que si Mélenchon s'en prend à Ruth El-Krief en la traitant de fanatique, c'est en raison de son judaïsme. C'est à nous de démontrer que quand il reprend quand il parle du CRIF en France, il reprend l'argumentaire de Pascal Boniface. C'est à nous de montrer ça. C'est à nous de montrer ça, c'est à nous de rappeler ça. Ça les rend fous d'ailleurs. Mais c'est à nous de rappeler ça. C'est un antisémitisme qu'il faut débusquer, qu'il faut démontrer, qu'il faut mettre sur la place publique, ce qui vaut des injures et des procédés d'intimidation sans limite, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Il faut lutter en montrant. Il faut lutter en montrant. En montrant que sous l'alibi de la bien-pensance, en réalité, il y a une idéologie haineuse qui se déploie. Il faut lutter en montrant. C'était la thèse de Camus pour lutter contre la peine de mort. Il a développé quantité d'arguments contre la peine de mort, contre la peine capitale, mais aucun d'eux ne remportait, si vous voulez, n'était plus efficace que la simple description d'une guillotine. Et quand il a décrit la guillotine, c'est là qu'il emportait le morceau, c'est là qu'il convainquait son lecteur, c'est-à-dire qu'il luttait en montrant. Il faut montrer, débusquer, manifester, mettre au jour, montrer un antisémitisme qui ne se vit pas lui-même comme antisémite. Il faut le montrer, le débusquer, et d'autant plus, encore une fois, qu'on ne peut pas compter sur la loi pour le réduire.
2 dernières questions, Raphaël, nous clôturerons cette soirée. Bonsoir, madame. Je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que l'antisémitisme n'a pas besoin de, comment dire, il est encore plus alimenté. Comment voulez-vous l'alimenter davantage? Comment voulez Pardonnez-moi, madame, mais c'était le même argument au moment de l'affaire Dreyfus. Il y avait des gens qui disaient, coupable ou pas, il aurait dû se laisser condamner, par respect pour l'armée. Par respect pour l'armée, coupable ou pas, il aurait dû se laisser condamner au lieu de faire le juif qui, etc., etc. C'était le même argument. Dreyfus relance l'antisémitisme. Les gens qui disaient, juste un mot sur l'affaire Dreyfus, les gens disaient l'affaire Dreyfus a fait tant de mal à la France. Non, l'affaire Dreyfus n'a pas fait du mal à la France, l'affaire Dreyfus a fait du bien à la France. L'affaire Dreyfus est une excellente chose. L'affaire Dreyfus n'est pas une tragédie, l'affaire Dreyfus est une bonne nouvelle. L'affaire Dreyfus a fait du bien à la France. Elle a arrimé le socialisme à la République, c'est pas rien, et elle a mis au jour un antisémitisme ontologique, virulent, et dans son absurdité, elle a disqualifié durablement l'action française. Bref, il y a des bénéfices à cela. Si à l'époque de l'affaire Dreyfus, on s'était dit on ne va pas trop la ramener, on ne va pas faire trop de bruit, l'antisémitisme aurait prospéré bien davantage. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense au contraire qu'il faut se battre, et que c'est pas parce que il faut, comment dire, il faut donner la migraine aux cons autant que possible. Moi, je voulais revenir sur la jeunesse. On constate une très grande perméabilité de la jeunesse aux thèses antisémites de LFI et d'ailleurs une croissance de l'antisémitisme sur les jeunes, via notamment les réseaux sociaux. Comment on fait pour lutter contre ce phénomène qui est ultra rapide, exponentiel et très dangereux? Oui, mais comment dire, LFI, c'est comme on passe par là, quoi. Il y a 40 ans, on était trotskiste, on était gauchiste d'une autre manière, ou on était d'extrême droite. On passe par là. LFI, c'est le nom d'une disposition du caractère, presque, d'une façon de penser. Alors, il y a un électoralisme scandaleux, criminel, qui consiste effectivement à flatter les jeunes et à courir derrière les quartiers populaires et à répandre un discours antisémite en pariant sur le fait que ça va fédérer un électorat. C'est une stratégie assumée. C'est une stratégie qui les emmènera en enfer. C'est une stratégie qui les emmènera en enfer, qui les disqualifiera, qui les disqualifie déjà, qui les disqualifiera. Ces gens-là sont très, 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 très loin du pouvoir. Ils sont très, 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 très loin du pouvoir. Techniquement, aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses en face. Techniquement, aujourd'hui, c'est 70 députés dirigés par un homme non élu, qui lui-même est un repoussoir universel, qui s'est trompé sur tout, et dont le seul projet est d'obtenir une destitution anticipée du président pour prendre sa place sur un malentendu. Je veux dire, on n'est pas du tout menacé par une prise de pouvoir de LFI. Le Rassemblement national, c'est une autre histoire. Ils sont organisés, ils sont aux portes des affaires. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. LFI n'est pas en train de prendre le pouvoir. LFI est en train de préempter une parole démagogique, une parole populiste, et donc il faut la déconstruire en permanence, inlassablement, tant que ça existera. Le danger n'est pas qu'ils prennent le pouvoir, le danger est qu'ils répandent leur métastase. Yes. Oui, pour rebondir justement sur ce que vous disiez, est-ce que finalement cet antisémitisme n'est pas qu'un symptôme pour justement instaurer une société plus violente et expliquer justement une violence qui serait autorisée si tout groupe se sentirait discriminé,
et donc aurait le droit d'agir, puisque ça a été fait auparavant. Donc, absolument, absolument. L'âge identitaire est un âge violent. C'est un âge violent, c'est-à-dire une époque qui valorise l'appartenance comme telle, toute appartenance, hein, qui valorise l'appartenance comme telle, est une époque qui valide la violence. C'est-à-dire où toute violence commise au nom de ce groupe est une violence commise au nom de l'injustice présumée subie par le groupe en question. Toute violence se vit immédiatement, se vit elle-même comme un retour de bâton. Toute violence se vit elle-même comme une juste rétribution, comme la rétribution légitime ou comme la réplique légitime à une agression liminaire, si vous voulez. L'ère identitaire fonctionne de telle manière qu'elle valide la violence. L'idée que... Il y a un lien très fort entre l'idée que votre identité est un diplôme et l'idée que la violence que vous commettez est une violence dont vous êtes excusable. Donc c'est peut-être aussi un moyen d'expliquer que l'antisémitisme n'est pas une fin, mais peut-être un moyen. Et qu'il faut le combattre, et que d'autres peuvent le comprendre même s'ils ne sont pas juifs. Je ne dirais pas que l'antisémitisme n'est pas une fin. C'est une telle passion. C'est une telle passion pour certaines personnes. Il y a des gens que ça structure complètement, en entier, intégralement, dont ça fournit l'horizon de pensée définitif. C'est une telle passion. Donc, pour eux, c'est une fin en soi. Ça n'est le moyen de rien. Peut-être pas pour tous. Il y en a qui ont de la haine pour d'autres formes. C'est vrai. Merci infiniment. Merci Raphaël, les amis. Merci nous allons à tous. clôturer cette soirée. Merci. Je veux saluer notre rabbin qui nous a rejoints. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Nous allons clôturer cette soirée. Merci infiniment, Raphaël, pour tous ces mots, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir échangé de manière aussi transparente avec l'auditoire. Nous allons dédicacer maintenant les livres. Vous pouvez retrouver toutes nos conférences. Oui. Vous pouvez retrouver toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube, Axil-Levallois. Et elle sera en ligne d'ici une semaine. Merci.